Un chemin de fer se construit et fait ses premiers pas dans l'Ouest canadien. Le terrain est vierge et ses rails fendent des terres intouchées. Avec lui, c'est la conquête de l'Ouest qui s'amorce. Cet Eldorado tant convoité, ce sont les prairies canadiennes. Immigrants et colons s'y amèneront par milliers. Leurs bras et leur courage allaient faire de ces champs le grenier du Canada. All aboard! En 1881, le Canadien Pacifique entreprend la construction du premier chemin de fer devant relier l'Est et l'Ouest. En échange de cette prouesse, le gouvernement canadien lui accorde 25 millions d'acres de terre. Au fur et à mesure qu'elle construit sa ligne, la compagnie ferroviaire met en branle une vaste campagne d'immigration à travers le monde. Le Canadien Pacifique désire exploiter ces nouveaux territoires en favorisant la venue de bons fermiers. Une stratégie que plus tard, d'autres compagnies adopteront à leur tour. Dès les débuts de la construction et au cours des décennies qui vont suivre, des milliers de colons viendront s'installer dans les territoires inhabités des prairies. Le Canadien Pacifique, appuyé par le gouvernement, leur offre d'acquérir des terres à peu de frais et une aide technique pour les cultiver. Déjà, des éleveurs du Montana s'étaient lancés à la conquête de l'Ouest canadien. La présence des fameux ranchers, comme on appelle ces Américains, s'avère rentable pour le CP. Le CP occupe une place très importante dans la communauté des ranchers à cette époque. Les propriétaires de vastes ranchs veulent en effet exporter leurs bœufs vers le centre du Canada et l'Europe. Et bien sûr, c'est par le Canadien Pacifique qu'ils acheminent tous leurs produits au marché. Il y aura une période intermédiaire dans les années 1880 avant que la colonisation ne connaisse son véritable essor. Et c'est la communauté des ranchers qui soutiendra le CP pendant cette période critique. Il est intéressant de noter que dans les années 1880, le nombre de gens qui quittent le Canada pour les États-Unis est plus important que le nombre d'immigrants qui viennent s'installer ici. Les colons préféraient venir s'installer ici plutôt qu'au Manitoba ou en Saskatchewan à cause de la proximité des montagnes. Le pied des montagnes, avec ses pluies abondantes, était idéal pour les pâturages. On y trouvait aussi quantité de ravins faciles d'accès où les bêtes pouvaient chercher refuge pendant les grandes chaleurs d'été. On croyait au climat tempéré. Les premiers ranchers étaient persuadés que leurs bêtes pourraient survivre aussi bien que les bisons. Par conséquent, vers 1879, les troupeaux de bovins remplacent les bisons disparus des prairies. Les ranchers croyaient que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de louer des terres, d'y placer les troupeaux, de les abandonner pendant 3 ou 4 ans et de revenir ensuite rassembler les bêtes pour les vendre. Quelle erreur! Les bisons qui broutent l'herbe fraîche des prairies sont des cibles de choix. Les chasses intensives déciment les troupeaux.
Les négociations avec les Premières Nations créent des tensions sur le territoire. Malgré ces obstacles, le potentiel qu'offrent les riches terres de l'Ouest ne fait aucun doute. En 1881, le marquis de Lorne, le gendre de la reine Victoria, qualifie ces grandes étendues de paradis des éleveurs de bétail. Il baptise l'endroit du nom d'Alberta, en l'honneur de son épouse, la princesse Louise Caroline Alberta. Cette même année, le gouvernement canadien vote une loi permettant aux éleveurs de louer à bon prix jusqu'à 100 000 acres de terre. Cette politique est en partie l'idée du sénateur Matthew Cochrane, alors résident de Compton dans les cantons de l'Est, au Québec. Cochrane est le premier Canadien à se prévaloir de ce privilège. Il érige sa ferme près de la rivière Bull, à l'ouest de Calgary. Le premier ranch canadien venait de voir le jour. Les débuts sont difficiles. Dès la première année, il acquiert 7000 têtes de bétail en provenance du Montana. La saison est avancée. L'hiver est aux portes. À l'arrivée du printemps, seul un petit nombre de bêtes a réussi à passer à travers les grands froids canadiens. On se rend vite compte que les bovins ne peuvent pas survivre aux hivers difficiles sans qu'on leur fournisse la quantité de foin nécessaire, soit 1 tonne de foin par animal. Il était carrément impossible de trouver toute cette quantité de foin, sans compter que les animaux étaient dispersés sur de vastes étendues de terre. Par conséquent, bon nombre d'entre eux meurent. La ferme de Cochrane est malgré tout rentable. Les difficiles conditions de vie sont largement compensées par les possibilités qu'offre le chemin de fer. La nouvelle ligne du Canadien Pacifique permet aux fermiers d'avoir accès au marché de la Grande-Bretagne et d'y expédier leur bétail. Les fermiers sont tributaires du train pour le transport des bêtes. De son côté, la compagnie de chemin de fer a besoin des colons pour assurer sa rentabilité. L'histoire de la naissance de l'Ouest canadien et celle du chemin de fer devenaient ainsi indissociables. L'Ouest est un vaste territoire. Pour faire régner l'ordre de ces contrées nouvelles et assurer la sécurité le long de la ligne, le gouvernement crée la police montée. Dès 1873, la tâche des tuniques rouges est énorme. On compte sur eux pour favoriser des rapports harmonieux entre les Premières Nations et les Blancs nouvellement installés. Ils doivent également livrer le courrier et rendre compte à Ottawa des progrès agricoles et des conditions du bétail dans cette partie du Canada. C'est une présence cruciale dont Ottawa a besoin pour l'administration des prairies canadiennes. Pendant des décennies, le vol de bétail a représenté un problème de taille pour les fermiers de l'Ouest. Sans la présence et la vigilance de la police montée, le développement de l'industrie bovine canadienne n'aurait jamais connu un tel essor. Parmi ces officiers se trouve l'Ontarien James Walker, dont le premier mandat est de procéder à la sélection des montures de la cavalerie. Mais, comme plusieurs autres Mounties, Walker allait à son tour devenir fermier. Une histoire bien ancrée dans la mémoire de Mary Linus Walker, petite fille du colonel. Apparemment, John A. MacDonald lui aurait offert de devenir contremaître du ranch Cochrane. Le sénateur et son groupe étaient alors à la recherche de quelqu'un pour gérer le domaine. Construit sur le site original du ranch Cochrane, le Western Heritage Center fait revivre la vie et la grande époque des pionniers de l'Alberta. Revenue sur les traces de son aïeul, Mary Linus Walker regarde avec émotion l'humble maison bâtie par le colonel sur les terres de Matthew Cochrane. James Walker passe 2 années au domaine de Cochrane. Il s'établit ensuite sur une ferme à l'est de Calgary. L'ancien officier de la police montée avait sans doute senti la lutte qui s'amorçait entre les grands propriétaires de ranch et les agriculteurs. À mesure que le train s'enfonce dans l'Ouest canadien, un nombre toujours grandissant d'immigrants le suivent et s'installent sur les terres le long de la ligne. Les éleveurs de bétail commencent à se sentir à l'étroit.
le CP s'est lancé dans une vaste campagne de publicité en Europe. Des affiches immenses vantent la richesse des terres canadiennes. Des familles entières, rêvant de vie meilleure, s'embarquent pour une longue traversée de l'Atlantique vers les terres promises. Le Canadien Pacifique n'a pas terminé de dérouler son ruban d'acier dans les prairies que déjà des agronomes, embauchés par la compagnie, s'affairent à étudier le réel potentiel agricole de ces nouvelles terres. Plusieurs propriétaires de grands ranchs installés en Alberta y étaient venus à l'invitation du Canadien Pacifique. Les éleveurs de bétail demeuraient une importante source de revenus pour la compagnie ferroviaire. En plus du transport des bêtes, la compagnie pouvait compter sur le lucratif marché des os de bison de l'Ouest. Très en demande, ils étaient utilisés dans la fabrication de fertilisants ou comme carburant. Le Canadien Pacifique n'a pas l'intention de mettre tous ses œufs dans le même panier. Les terres de l'Ouest peuvent fournir beaucoup plus que du fourrage pour le bétail. Tout en poursuivant la construction de son chemin de fer, la compagnie intensifie ses efforts de colonisation. Au cours de l'année 1883, 133 000 immigrants venus d'Irlande, d'Écosse et d'Angleterre arrivent à Winnipeg. Ces immigrants viennent ici pour cultiver la terre. Le CP transporte à la fois les produits agricoles, les passagers, le bétail, et cela d'est en ouest et d'ouest en est. Le trafic ferroviaire augmente au même rythme que les revenus des agriculteurs et surtout de ceux de la compagnie. Jour après jour, les grandes prairies où paissaient les troupeaux rapetissent et s'éventrent sous la charrue des colons. Les éleveurs sont inquiets. Les agriculteurs ont à leur tour entrepris leur conquête de l'Ouest. À notre prochain rendez-vous de l'histoire à la une, Andy Warhol, un des beaux fous des années 60, des sous-marins attaquent dans le fleuve Saint-Laurent et la grève de l'amiante à Asbestos. L'histoire à la une, ce soir 19h à Historia. Le XIIIe siècle, c'est l'époque de l'amour courtois. Fleury, Mathilde et Clarence résisteront-elles aux tentations, à la violence et aux intrigues familiales? La Chambre des Dames, demain, 17h, à Historia. Entrez dans les coulisses de l'histoire de la crise d'octobre, au mur de Berlin. Suivez pas à pas le récit des gens et des événements qui ont retenu l'attention du monde entier. Tournant de l'histoire, demain, 18h, à Historia. Que pouvait bien faire Kennedy de si irritant pour certains? Why was Kennedy killed? La face cachée de l'histoire, demain, 20h, à Historia. Cette semaine, à le nord et le sud. Si vous pouvez trouver des vivres ou des médicaments, je vous en prie, apportez-les-moi. A-t-elle accepté? Naturellement, c'est une véritable obsession chez elle, ce travail pour les réfugiés. Je vous conseille de conclure cette affaire. Tout cela, ma belle, a été acheté grâce aux dons immenses des supporters de notre cause. C'est vous qui allez mourir, Beth.
Henry Maine. Le nord et le sud, vendredi 17h à Historia. Lorsque des désastres frappent, l'aide ne survient jamais assez rapidement. Et lorsque tous sont hors de danger, la Fondation Canadian Tire du Québec est là. En réunissant les ressources et les gens en temps de crise, la Fondation Canadian Tire du Québec vient en aide aux familles quand elles sont vraiment dans le besoin. À travers la communauté et toute la province, affronter les coups durs et remettre les gens sur pied, c'est ça, la Fondation Canadian Tire du Québec. Dans ses bureaux de Winnipeg, William Cornelius Van Horn, directeur général du Canadien Pacifique, s'affaire à organiser la production et le transport du blé. L'activité n'est pas encore rentable. Le blé est transporté en vrac. Les cargaisons pèsent lourd et contiennent autant de résidus et de mauvaises herbes que de céréales. Van Horn a bien l'intention d'y voir et de séparer le bon grain de l'ivraie. Il faut savoir que le blé, bien sûr, quand on le ramasse sur les pieds après la récolte, il faut toujours séparer le grain de son enveloppe, de la cosse, de l'épi, etc. Si bien que si on pouvait gagner un peu de temps dans ce processus-là, il y a toujours, qui dit gain de temps, gain de profit. Et Van Horn va être un des premiers à introduire, à pousser pour l'introduction d'un nouveau type d'élévateur. Donc il n'en est quand même pas l'inventeur, mais il est celui qui va être son promoteur principal, le fameux élévateur typique de nos grandes plaines, qui va permettre justement l'entassage du blé, mais en même temps, par phénomène mécanique et atmosphérique, un brassage qui va séparer le grain des déchets, du foin, etc. Si bien que quand le train arrive pour ramasser le blé, il ne ramasse que du grain. Et ça, c'était vraiment une innovation au niveau organisationnel, au fond. C'était, tant qu'à faire d'entreposer le grain dans des silos, l'entreposer dans des silos qui sont actifs, qui font quelque chose pour faire une part du travail qui aurait dû être fait autrement à la main. En 1883, Van Horn fait ériger 3 élévateurs à grains à Fort William, aujourd'hui Thunder Bay. Puis, il en fait construire un autre à Montréal, d'une capacité d'entreposage de 1,2 million de boisseaux. Cette nouvelle technologie permet le transport unique du bon grain. Le célèbre blé canadien pouvait maintenant être apprécié à sa juste valeur. Le blé et les autres céréales en provenance de l'Ouest sont acheminés par train depuis Winnipeg jusqu'à la tête des Grands Lacs. De là, ils sont transportés par navire jusqu'à Montréal, port d'accès vers les marchés d'outre-mer. Le Canadien Pacifique ne ménage aucun effort pour favoriser l'agriculture, source de profits prometteuses pour son grand chemin de fer. En 1884, la compagnie établit 10 fermes modèles le long des 600 km de voies ferrées à l'ouest de Moose Jaw, en Saskatchewan. En plus de favoriser la culture des céréales, on incite les fermiers à élever du bétail afin de nourrir leur famille. Des fermes modèles apparaissent dans toutes les provinces des prairies. L'ECP tire profit de cette initiative. Ces nouvelles fermes lui permettent de connaître le véritable potentiel agricole des terres desservies par son chemin de fer. Dans ces fermes expérimentales, les agronomes du Canadien Pacifique font l'essai de nouvelles semences. Ils expérimentent des techniques d'irrigation pour améliorer les récoltes. Un ambitieux programme de formation est mis sur pied à l'intention des nouveaux colons. Une première forme d'agriculture scientifique apparaît dans l'Ouest canadien. Quand les compagnies ferroviaires ont été recrutées les immigrants à l'extérieur, elles leur ont garanti, à tout le moins c'était ce qu'elles leur présentaient comme publicité, qu'ils s'en allaient non pas dans un pays sauvage et dépourvu d'infrastructures, mais dans un pays en développement, avec la garantie que la compagnie ferroviaire, qui agit un peu comme agent d'immigration, est comme en fait gouvernement tampon entre le gouvernement officiel, le gouvernement canadien et provincial,
et bien sûr les nouveaux immigrants, et leur fournit à ce moment-là non seulement bien entendu des terres, mais des terres fertiles, des terres pour lesquelles ils vont avoir un service après-vente sous la forme de cours, ils vont avoir une formation continue, on va leur garantir également que s'il y a besoin d'introduire de nouveaux types de céréales, on va le faire, s'il y a besoin de créer des fermes expérimentales, on va le faire. Et pour les compagnies ferroviaires, il s'agit en fait de simplement respecter les obligations qu'elles ont prises avec les gouvernements quand elles ont reçu ces fameux subsides pour se construire. C'est un échange de bons procédés. Donc tout le monde y trouvait son compte, mais quand l'immigration a commencé, le temps est venu de passer aux actes et donc pour les compagnies ferroviaires de réaliser leur part du contrat qui était de fournir non seulement aux immigrants mais aussi au gouvernement un territoire développé. L'Ontarien William Richard Motherwell contribue de façon significative au développement de l'agriculture scientifique. En 1882, il est un des premiers colons à s'établir sur une ferme de 160 acres dans le sud-est de la Saskatchewan. Comme plusieurs autres, Motherwell a répondu à l'appel du CP. La vie est rude dans cette région. La belle saison est courte et le sol particulièrement aride donne du fil à retordre aux nouveaux arrivants. La terre promise ne se donne pas facilement dans le sud-est de la Saskatchewan. Après 10 ans de dur labeur, un immigrant sur 4 retourne d'où il vient. Mais Motherwell tient bon. Il trouve des méthodes pour conserver l'humidité des sols. Il pratique la culture en jachère, un principe basé sur l'alternance des terres à cultiver. En cette fin de 19e siècle, ces méthodes avant-gardistes lui vaudront de nombreux prix aux foires agricoles du pays. Se désolant de voir autant d'immigrants abandonner leurs terres, Motherwell décide de partager ses connaissances. Pour ce bon fermier, l'essor des prairies passe par l'éducation. Il veut prouver que la vie de cultivateur est peut-être autre chose qu'un piètre métier de survivance. En 1906, il crée le Better Farming Train. Véritable collège d'agriculture sur roue, ce train-école est destiné aux fermiers et à leurs familles. Il sillonne la Saskatchewan, atteignant de nombreuses communautés éloignées. À l'intérieur de ces singuliers wagons, échanges et expositions attendent les fermiers. Là, ils peuvent s'informer des derniers progrès de l'agriculture scientifique, des techniques de pointe et de tout ce qui touche la vie sur une ferme. Devant le bétail en exposition, les cultivateurs parlent de porcs, de moutons et bien sûr de culture de céréales. Afin de pouvoir s'adresser aux mères de famille en toute tranquillité, des wagons sont transformés en garderies. Pendant ce temps, les fermières endimanchées assistent à des conférences portant sur la façon de conserver les produits de la ferme, de s'occuper du poulailler et des vaches laitières. Les jeunes femmes ont même droit à des cours de cuisine, d'économie familiale et à des conseils sur la manière de tenir maison et d'élever les enfants. Deux autres trains-écoles font leur apparition au Manitoba. Chaque été, entre 1911 et 1914, ces convois sillonnent la province. En 1917, ce sera au tour de l'Alberta de recevoir la visite du fameux train éducatif. Deux autres compagnies, l'Intercolonial et le Canadien National, adopteront à leur tour l'idée de Motherwell. Des Better Farming Trains rouleront en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Les méthodes pédagogiques se raffinent. Progrès oblige, le cinéma naissant fait son entrée dans les wagons Boys and Girls. Fondés en 1910 dans les écoles du Manitoba, les Boys and Girls Clubs visent à parfaire l'éducation des adolescents appelés à prendre la relève sur les terres des prairies. Les clubs permettent aux jeunes de partager leur apprentissage avec leurs parents. Mais dans les faits, ils sont surtout conçus pour vanter les aspects positifs de la vie de fermier et dissuader les jeunes de partir pour la ville. Le succès est immédiat et les Boys and Girls Clubs se développent un peu partout au Canada. Cette première organisation de jeunes donnera d'ailleurs naissance en 1952 au club 4H. Pendant que Motherwell met tout son ardeur à améliorer l'éducation des familles, le CP s'affaire à favoriser un élevage de haute qualité. La compagnie importe un superbe cheptel destiné à améliorer la race existante. Ces animaux engendrent des bêtes de catégorie supérieure. Certaines sont classées parmi les meilleures du continent et contribuent à donner au bœuf de l'Ouest sa grande réputation.
Jusqu'en 1900, le Canadien Pacifique expédie plus de 70 000 têtes de bétail par année en Angleterre. Les efforts du Canadien Pacifique, tout comme ceux de Motherwell, commencent à porter fruit. Mais la colère gronde chez les éleveurs et les fermiers. De la production jusqu'au tarif des marchandises qu'ils transportent, le CP contrôle tout. Fermiers et éleveurs feront front commun pour tenter de briser ce monopole. Universal et DEP présente Serge Lama, Fais-nous voir le ciel, je suis malade, l'empereur de la chanson française. parfaitement malade. Serge Lama, ses plus belles chansons. Mon aventure, je m'en vais voir les petites femmes de Un artiste unique, une carrière exceptionnelle. Je n'ai pas eu de ballon. Le meilleur de Serge Lama, l'album de ses plus grands succès. Ce qui est arrivé, le Parti québécois a été élu en novembre 1976. Puis évidemment, il jouissait d'une popularité considérable. Puis l'idée de référendum était déjà dans l'air à ce moment-là. Il avait pris l'engagement de consulter la population par voie de référendum sur la possibilité de la séparation du Québec. Alors, comme il était très populaire, les gens se disaient ça peut arriver n'importe quand. Comme mon fils Simon et moi-même, je suis certaine que vous appréciez la vie, même avec ses petits soucis. Mais pendant que vous regardez ces images, pensez à ceux qui sont en train de tout perdre, de voir leur monde s'écrouler, ici, à quelques kilomètres de vous. La Croix-Rouge les aide, comme ce fut le cas pour moi lors d'un incendie. La Croix-Rouge, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a aidés à se nourrir, à l'aide à se reloger, à l'aide à s'habiller, parce que, veut pas, on sort vite de chez nous, on n'a pas le temps de sortir de vêtements, rien, là. On prend le petit, puis on sort. Ça fait une sécurité un peu à l'intérieur, puis bon, s'il y a quelque chose, j'aurai la Croix-Rouge qui sera là pour m'aider. S'il y a un sinistre, ça peut être un feu, ça peut être des glissements de terrain, ça peut être des déluges. Sans argent, la Croix-Rouge ne peut plus aider qui que ce soit. Alors pensez à vous, pensez à nous, pensez à faire un don dès aujourd'hui à la Croix-Rouge, parce que demain, il sera peut-être trop tard. Je dis non à la guerre. 1793, la terreur s'abat sur la France. Sa Majesté le roi Louis XVI est mort il y a 3 jours. La guerre civile fait rage. Vous nous préparez des bains de sang. Il veut la paix, prépare la guerre. Les familles se divisent. Il a trahi la patrie. Je t'attendais. La révolution est commencée. Chouan, vendredi 21h à Historia. Le Canadien Pacifique fait face à un nombre croissant de récriminations de la part des fermiers. Les étincelles qui s'échappent des locomotives mettent le feu dans l'herbe des pâturages. L'absence de clôture coûte la vie à bien des bêtes. Un bœuf suffit à faire dérailler un train. Les incidents sont tellement fréquents que l'on doit équiper les locomotives de protecteurs contre les animaux. Les éleveurs demandent à être compensés pour chaque animal tué. Le CP accepte, mais n'offre que la moitié de sa valeur. Les tarifs élevés et les mauvaises conditions de transport du bétail s'ajoutent aux nombreux griefs des éleveurs contre le Canadien Pacifique. Même si les fermes se multiplient, les critiques des agriculteurs se font persistantes à l'endroit de la compagnie qui les a fait venir dans les prairies. Le CP était la cible de constantes critiques. Les ranchers avaient le sentiment que la société de chemin de fer contrôlait leur vie.
Pour comprendre la profonde influence qu'exerçait le CP sur le processus de colonisation, il faut se rappeler qu'à l'époque, le gouvernement offrait gratuitement 160 acres de terre aux colons prêts à tout quitter pour aller s'installer dans les prairies. À première vue, 160 acres semblaient énormes, mais ce n'était pas suffisant pour rentabiliser l'entreprise. Alors, aussitôt que les fermiers obtenaient leurs terres gratuites, il leur fallait en acheter de nouvelles. La plupart des terres attenantes aux leurs étaient détenues par le CP. Il devait donc acheter les terres du CP et le prix demandé était souvent très élevé. Les fermiers de l'Alberta se disent lésés. Ils se plaignent de la pauvreté de leurs terres alors qu'aux environs de Calgary, les grands éleveurs de bétail ont accès à des sols riches et bien irrigués. Malgré ces nombreuses voix qui s'élèvent, le peuplement des prairies continue d'aller bon train. Le Canadien Pacifique exploite au maximum les nombreuses ressources du sol canadien. En plus de la culture du blé, l'exploitation du charbon s'avère une autre activité prometteuse. Des géologues, embauchés par la compagnie, mettront en valeur certaines des mines les plus rentables de l'Ouest. En 1889, Sir Alexander Galt et son frère Elliot construisent un embranchement de voie ferrée pour relier leur mine de charbon à la ligne du Canadien Pacifique, complétée depuis 4 ans. La famille Galt possède des terres arides dans le sud de l'Alberta. Désireux d'y améliorer l'irrigation, il propose à une communauté de Mormons de l'Utah de venir s'y installer. En 1887, Charles Hora Card, accompagné de 21 personnes de sa communauté, arrive à Lees Creek. Cette première colonie de Mormons sera responsable de la construction du St. Mary's Irrigation System. Les Mormons sont réputés pour leur capacité à introduire une irrigation en plein désert pour rendre ça fertile. Alors il est tout à fait naturel pour le Canadien Pacifique, dès qu'il va vouloir lancer des projets d'irrigation, d'aller chercher les experts nord-américains, les Mormons. Et ils vont venir rapidement s'établir au Canada et favoriser le développement de nouveaux systèmes de barrages, etc. Parce qu'ils ont vraiment l'expertise. Et c'est un aspect de l'histoire méconnu, mais qui est vraiment très important dans le développement de l'Ouest canadien. L'arrivée des Mormons est une bonne nouvelle pour le Canadien Pacifique qui possède des terres impropres à la culture dans le sud de l'Alberta. En 1904, la compagnie s'associe aux Mormons afin de mettre sur pied un gigantesque projet d'irrigation. 2 grands ouvrages voient le jour. Le barrage Bassano et le viaduc Brooks sont des merveilles de technologie exécutées et réalisées par les ingénieurs du Canadien Pacifique. On projette d'y établir des fermes mixtes où la luzerne côtoiera le blé et où l'élevage et l'agriculture intensive iront de pair. Plus de 4000 km de canalisation sont ainsi aménagés à l'est de Calgary. Cette partie des prairies, autrefois si ingrate, peut désormais être cultivée comme n'importe quelle autre portion du territoire. Tous ces efforts rapportent. Les prairies produisent des récoltes exceptionnelles. Au moment des moissons, les travailleurs viennent même à manquer. Le Canadien Pacifique est à la recherche de main-d'œuvre. Il offre le transport vers l'ouest depuis n'importe quelle gare de l'Ontario, moyennant 15 $. Au fil des ans, les trains appelés Harvest Special seront de plus en plus nombreux à faire la navette entre l'est et l'ouest du pays pour transporter les travailleurs temporaires. Le développement de l'agriculture progresse de façon significative. Mais cet essor économique n'a pas fait taire les critiques. Les tensions s'installent de façon définitive. Jusqu'au tournant du siècle, la plupart des élévateurs à grains de l'Ouest étaient la propriété du Canadien Pacifique, qui décidait de la quantité de grains achetés, de la qualité du grain et du prix payé. Par conséquent, encore une fois, le CP exerce un monopole. Les taux étaient beaucoup plus élevés dans l'Ouest que dans l'Est, où la concurrence était plus forte et les frais de transport moins élevés.
Dans l'Ouest, bien sûr, le CP ne faisait face à aucune concurrence et pouvait exiger ce qu'il voulait. En 1896, un nouveau jour se lève sur les prairies. Les fermiers trouvent enfin un gouvernement sensible à leurs revendications. Les libéraux viennent de prendre le pouvoir avec à leur tête Sir Wilfrid Laurier. Les tarifs de transport de blé vers l'Est diminuent, tout comme celui des produits acheminés vers l'Ouest. Laurier veut contrer le monopole du Canadien Pacifique en subventionnant la construction de nouvelles lignes de chemin de fer. À cet appui de taille s'ajoute celui de la Canadian Northern. La compagnie ferroviaire prend à cœur les intérêts des fermiers du Manitoba. Elle a l'appui du gouvernement provincial, irrité par le monopole du géant ferroviaire. La compagnie, installée à Winnipeg, possède 2 locomotives, 2 voitures d'occasion et 50 wagons de marchandises. La Canadian Northern dessert des milliers de fermes réparties à travers 130 localités du Manitoba et de la Saskatchewan. Proche de sa clientèle, elle est véritablement le train des fermiers. Un train du Canadian Northern était arrêté, bien entendu, dans une zone agricole en chargement et prenait tellement de temps pour redémarrer qu'un des passagers s'est plaint au chef de train en lui demandant qu'est-ce qui se passait, y avait-il un problème mécanique ou quoi que ce soit. Et le chef de train lui a dit non, la fermière d'à côté doit venir nous livrer ses œufs et nous attendons tout simplement que la poule ait pondu le dernier. Alors vraiment, c'était assez typique de la mentalité de cette compagnie. Les employés aussi avaient une très bonne relation avec leur employeur. C'était vraiment très différent comme rapport. C'était beaucoup plus humain, si j'ose dire, mais absolument pas efficace du point de vue de la rentabilité, bien entendu. Comme la Canadian Northern, plusieurs autres petites entreprises ferroviaires n'allaient pas tenir le coup très longtemps. Le Grand Trunk Pacific, construit dans l'Ouest en 1902, ne fit pas long feu non plus. Le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de racheter ces lignes. Les 2 compagnies allaient bientôt former le Canadien national. C'est une bonne nouvelle pour les fermiers de l'Ouest. Le CN allait maintenant offrir une forte et saine compétition aux Canadiens Pacifiques. À Montréal, l'émission de radio matinale la plus écoutée s'appelle Bonjour Montréal avec Paul Arcand. Pourquoi les gens écoutent tant? Sans doute parce qu'ils sont probablement aussi curieux et fouineux que je peux l'être. CKAC 730, la radio de l'information. À Montréal, le plus gros show de sport s'appelle Les Amateurs de sport. Animer une émission comme celle-là, avec des Michel Bergeron, Jacques Demers, Pierre Trudel, Régent Tremblay, puis j'en passe, c'est une vraie partie de plaisir. CKAC 730, la radio de l'information. À notre prochain rendez-vous de l'histoire à la une, Andy Warhol, un des beaux fous des années 60, des sous-marins attaquent dans le fleuve Saint-Laurent et la grève de l'amiante à Asbestos. L'histoire à la une, ce soir, 19h, à Historia. Avons-nous tellement besoin de ravir cet enfant à son monde? Cet enfant a l'âge de raison. Je m'engage à tout faire pour la convertir à la joie du Christ. Nous étions venus pour les aimer les sauvages comme nos frères. C'est l'histoire d'un peuple d'ici. Sous prétexte de tout lui donner, on lui a tout enlevé. Laissez-moi être indienne. Nous n'avons plus ce pouvoir. CAOE, jeudi 17h, à Historia. L'histoire des États-Unis. Histoire des États-Unis, vendredi 18h à Historia. 2 billets pour la saison d'opéra, 950 $. Châle de velours, 170 $. Lunettes d'opéra, 82 $. 9 rendez-vous garantis avec votre conjoint. Ça n'a pas de prix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard Platine. Avec une limite de crédit élevée pour les choses qui comptent vraiment. Dieu
Dieu est mon clerc. Le Seigneur est à mes côtés. Chef charismatique des paladins, redoutable au combat, partez à leur poursuite, insatiable en amour, que pas un n'en réchappe. Charlemagne vit encore à travers bien des légendes et des contes. Mais quel homme était-il vraiment? Charlemagne, vendredi 20h à Historia. Venez découvrir la toute nouvelle programmation de la Maison Théâtre et partager des moments privilégiés avec vos enfants. Située au cœur de Montréal, la Maison Théâtre vous propose une saison exceptionnelle comprenant 11 spectacles pour les jeunes de 4 à 17 ans. Voyez des spectacles peuplés de personnages, de marionnettes, de clowns et de musiciens dans une salle spécialement conçue pour les jeunes. Abonnez-vous dès maintenant et épargnez jusqu'à 40%. Pour recevoir gratuitement la brochure de saison de la Maison Théâtre, composez le 288-7211. Le chemin de fer avait ouvert le marché de l'Est aux éleveurs, mais il avait fait plus que ça. En ouvrant l'Ouest aux fermiers, il avait peuplé et rendu rentable une partie de ce grand pays naissant. Avec les efforts de colonisation, les projets d'irrigation et les nouvelles techniques d'agriculture, les fermes étaient devenues prospères. Le blé envahissait les terres jusque-là réservées aux grands élevages. En 1904, un agronome des fermes expérimentales du Dominion crée une nouvelle variété de blé. La tête de l'épi résiste mieux au grand vent et produit une excellente farine. Le blé marquis, comme on le nomme, est une trouvaille de Charles Edward Saunders. La semence est un tel succès que la superficie des terres agricoles double dans les prairies. Plus d'un siècle plus tard, les travaux de Saunders se poursuivent sur la ferme expérimentale de Brandon, à l'ouest de Winnipeg. Descendant d'une famille d'immigrants européens, l'agronome Alan Mullen connaît donc bien les défis auxquels ont dû faire face les premiers fermiers. Pour que les efforts de colonisation soient couronnés de succès, il fallait tenir compte de plusieurs critères. Entre autres, la proximité du chemin de fer. C'était important en termes de transport des produits et de soutien, ne serait-ce que pour s'alimenter et obtenir les outils nécessaires. Il était aussi important d'être situé près d'une source d'eau pour pouvoir abreuver les troupeaux. À cette époque, le tracteur n'existait pas. Tout se faisait à l'aide des bœufs et des chevaux. Sur le site de l'une des premières fermes expérimentales créées en 1886, les scientifiques poursuivent leurs recherches. Munis d'équipements ultra sophistiqués, ils élaborent de savantes méthodes pour contrôler la qualité des cultures et améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Aujourd'hui encore, le blé occupe une place d'honneur et suscite toujours l'intérêt des chercheurs. Le programme d'amélioration du blé, créé par Saunders et repris par son fils, a été l'un des premiers programmes de recherche agricole à voir le jour au Canada. Il avait pour objectif de créer un blé bien adapté à l'Ouest canadien. Ce programme fut couronné de succès. En effet, nous cultivons aujourd'hui le blé qui contient le taux de protéines le plus élevé au monde. Il existe aussi d'autres types de blé réservés à d'autres usages, car le marché a beaucoup évolué. Autrefois, nous exportions notre blé vers la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe. Là-bas, pour la fabrication du pain, on utilisait le blé canadien en combinaison avec un blé de moindre qualité. Mais aujourd'hui, nous exportons aussi notre blé vers la Chine, pour la fabrication des nouilles, vers l'Inde, partout au monde, quoi. Le blé n'est plus utilisé aux mêmes fins qu'autrefois. Par conséquent, nos programmes ont changé, comme les types de blé, selon les marchés. Au début du 20e siècle, les terres que le CP possédait en Saskatchewan et au Manitoba étaient à peu près toutes peuplées. La compagnie désirait maintenant développer de nouvelles colonies sur les terres désormais fertiles du sud de l'Alberta.
Au tournant du siècle, les grands ranchs sont remplacés par d'importantes vagues de colonisation et d'immigration. Et ce, même dans les régions du sud de l'Alberta et de la Saskatchewan, que l'on croyait auparavant impropres à l'agriculture. Pour faire contrepoids à l'arrivée massive d'immigrants de l'Europe centrale et orientale, étrangers aux valeurs de l'Empire britannique, toute l'attention est dirigée vers une nouvelle immigration bien anglaise cette fois. En 1909, le gouvernement et le Canadien Pacifique mettent donc sur pied un programme de ferme en série. Le concept est attrayant et exclusivement réservé aux familles britanniques. Les propriétés comprennent une maison, une grange et une clôture. Le sol y est même préparé, prêt pour une première récolte. Au cours de la décennie, plus de 760 domaines sont ainsi alloués. 24 colonies seront formées, dont un grand nombre deviendront de florissantes collectivités. Au tournant du siècle, c'est au tour des grands éleveurs de bétail d'avoir la vie dure. Ils perdent plusieurs terres au profit des fermiers et une importante partie de leurs troupeaux. Pendant 2 décennies, les épidémies ravagent le bétail. On a beau tenter de traiter les bêtes, rien ne semble y faire. William Motherwell, devenu ministre fédéral de l'Agriculture entre 1921 et 1930, vint en aide aux éleveurs. Ces idées novatrices permettent d'éradiquer les épidémies de tuberculose au sein du bétail. Il établit une première politique de quarantaine et offre des compensations financières aux éleveurs qui perdent des bêtes. La vapeur, grande innovation du 19e siècle et qui avait rendu de fiers services aux cultivateurs, était maintenant révolue. L'arrivée du tracteur à essence en 1915 allait révolutionner le monde agricole et faciliter grandement la tâche des fermiers. Plus que jamais, le blé allait recouvrir les champs des prairies de son grand manteau d'or. En 1912, les élevages de bovins ont disparu. On se rend bien compte que la culture du blé est plus rentable et moins risquée. Entre 1904 et 1912, le blé est perçu comme une sorte de panacée universelle. C'est la prospérité garantie et l'industrie bovine, quant à elle, subit des préjudices. Les ranchers n'ont plus accès aux bonnes terres. En 1913, on modifie enfin les lois sur les terres cédées à bail pour retourner au bail avec droit de clôture, mais ça, c'est une toute autre histoire. La véritable vocation des prairies se dessine. Bientôt, sur ces terres désormais fertiles, le blé deviendrait roi. Ah, ces objets, ces choses de la vie qui font de nous des stars. Ils occupent une place tellement importante dans nos vies que nous ferions des folies pour les posséder. Le mythe est né.
La fabuleuse histoire de ce soir, 20h, à Historia. Les 14 musées d'histoire de Montréal vous donnent rendez-vous avec la vie. Partez à l'aventure à travers le temps, en famille ou entre amis, venez revivre les émotions de siècles disparus et rencontrer des stars de l'histoire. Appelez la ligne info des musées d'histoire de Montréal au 990-70-14 pour en savoir plus et partez à la découverte. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'histoire. C'est l'histoire racontée par le cinéma. Elle met en scène les événements avec un grand souci de précision à la mémoire des hommes et des femmes qui ont fait la guerre. Cinéma Historia, tous les soirs à 21h, à Historia. Le résultat final est le suivant. Monsieur Garneau, 807 votes. Claude Ryan devient le 11e chef du Parti libéral du Québec. Et aussitôt dit que fait. J'espère que je dors. Les 30 journées qui ont fait le Québec, mercredi 18h, à Historia. Au cours de la première décennie du 20e siècle, le Canadien Pacifique poursuit l'expansion de son réseau. Les voies ferrées se multiplient dans les prairies. À partir de 1904, l'entreprise ajoute près de 7000 km de rails de chaque côté de sa ligne principale. Ces nouveaux embranchements relient les nouvelles agglomérations jusque-là isolées à l'intérieur des terres. L'homme qui se cache derrière cette période de grande prospérité est Thomas Shaughnessy, alors président du Canadien Pacifique. C'est sous sa gouverne que les grands travaux d'irrigation se sont réalisés et que de jeunes collectivités de l'Ouest ont pris leur essor. L'irrigation avait été bien utile à l'Alberta. Sa terre était devenue généreuse, mais les grands éleveurs, qui faisaient autrefois sa renommée, en arrachaient. L'âge d'or des ranchs tirait à sa fin. Les hommes de chevaux devaient se résigner à céder leurs terres aux fermiers qui, eux, prospéraient. Mais les ranchers n'allaient certainement pas laisser cette grande époque tomber dans l'oubli. Le 2 septembre 1912, The Last Best Great West Frontier Day est lancé par 4 grands propriétaires albertains. « 60 000 personnes massées le long des rues de Calgary assistent à un spectacle sans précédent. Cowboys et Indiens défilent dans des costumes traditionnels. La foule raffole particulièrement des numéros d'habileté avec les bovins, des expositions de bêtes primées et des spectacles de rodéo. L'événement est si apprécié qu'il se prolonge durant 2 jours. Cette fête extraordinaire venait de donner naissance au fameux Stampede de Calgary, si populaire encore aujourd'hui. À l'origine, le Stampede de Calgary devait être une grande fête pour célébrer un mode de vie en voie de disparition, celui des grands ranchs. Nous étions en 1912. Ensuite, rien ne se passe jusqu'en 1919, l'année du Victory Stampede. Le Stampede de Calgary, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a eu lieu pour la première fois en 1923. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'était greffé à la foire agricole de Calgary, qui existait quant à elle depuis la fin des années 1880. Aujourd'hui, le Stampede est un événement symbolique qui transcende le rodéo, l'agriculture et l'industrie bovine. Avec le temps, il s'est vu associé à un mode de vie particulier. Et je considère que la cité de Calgary
a fait un travail admirable afin de perpétuer certains des éléments essentiels de ce mode de vie. En 1929, la grande crise est aggravée par une sécheresse sans précédent dans les prairies. La moitié de la production agricole est détruite. Dans un geste à la fois intéressé et éclairé, le Canadien Pacifique consent à des réductions de taux d'intérêt aux colons établis sur ses terres. Il réduit également les versements minimums sur les remboursements du capital. Les gigantesques élévateurs qui jalonnent la voie ferrée font partie du paysage des prairies depuis plus d'un siècle. Dans les années 30, 5000 de ces géants veillaient toujours sur les grands champs de l'Ouest. Remplacés progressivement par des installations plus modernes, à peine 1000 d'entre eux témoignent de cette grande époque du boom de l'Ouest canadien. Tout au long de leur histoire, les agriculteurs n'auront cessé de s'élever contre les coûts des transports imposés par les grandes compagnies ferroviaires. Mais il n'en demeure pas moins que sans le chemin de fer, l'Ouest canadien n'aurait jamais connu le formidable essor qui l'attendait au tournant du siècle. La Saskatchewan, terre d'adoption de Motherwell, possédait maintenant près de la moitié de toutes les terres cultivées au Canada. L'Ouest canadien s'est littéralement bâti au rythme du chemin de fer. Leur destin continue toujours d'être intimement lié. De vastes étendues des prairies sont aujourd'hui réservées à l'élevage. L'avènement des wagons réfrigérés a grandement facilité le transport du bœuf canadien vers les marchés extérieurs. À la fin du siècle dernier, un cultivateur produisait assez d'aliments pour nourrir une famille de 10. Aujourd'hui, grâce à des méthodes plus efficaces de production, il peut aisément en nourrir une centaine. Les compagnies ferroviaires ont joué un rôle fondamental dans le développement et l'avancement de l'agriculture canadienne. Le train traverse toujours cette terre 100 fois retournée par les premiers colons. Généreuse, elle a fait des prairies le grenier du Canada. Be back here by noon to catch the train. Well, I busted Broncos off and on ever since I hit the trail. And I think I know a coyote from his head down to his tail. Blood was down on the old Bow River in the year 1901. I hired the Boston Broncos for F.A. McHugh and Son. I'm gonna sell my shafts and saddles, let my long shank spurs turn to rust. Guess now and then you'll find